Благодарю вас, пожалуйста. Хорошо. Прошу вас. Je vous en prie. Уважаемые граждане России, Chers citoyens russes, граждане Донецкой и Луганской citoyens народных республик, des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, les habitants des régions de Kherson et de Zaporizhia, les députés de la Douma, les sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que dans les républiques Donetsk et de Luhansk, dans les régions Zaporizhia et de Kherson, les référendums ont eu lieu. Les résultats sont déjà connus. Les gens ont fait leur choix, un choix sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons l'accord sur l'entrée de la région de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia et de Kherson. Nous allons former 4 nouvelles régions russes, 4 nouveaux sujets de la Fédération de Russie, puisque c'est la volonté d'1 million de personnes, des millions de personnes. Et bien sûr, c'est leur droit. Leur droit qui est fixé dans le premier article de l'ONU où il est écrit que les peuples ont droit à leur autodétermination. Donc je répète, c'est un droit des personnes qui est fondé sur l'union historique des aïeux qui ont été aux sources de la Russie, qui ont défendu la Russie. Ici, Roumiantsev, Suvorov, Kouchakov ont combattu à Novorossia, et Catherine II et Potemkin ont défendu la Russie. Et nos grands-pères, nos aïeux, ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont résisté contre le putsch, contre ceux qui ont fait le putsch en Ukraine, ceux qui se battent pour préserver leur foi, leur langue, ce sont les combattants de Donbass, c'est ceux qui ont souffert à Odessa, ce sont les volontaires, ce sont les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les Russes, les Ukrainiens, les personnes de différentes nationalités. Alexandre Zakharchenko, le vrai leader de Donetsk, Vladimir Joga, Olga Kochura et Alexei Mozgovoy. C'est le procureur de la République de Lugansk, Sergei Gorenko. C'est Magomedov, tous ceux qui ont perdu leur vie dans le combat lors de la opération spéciale russe, ce sont des héros. Les héros de la Grande Russie. On va honorer leur mémoire par une minute de silence. Merci. Derrière le choix des millions de personnes qui vivent dans les régions de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia et de Kherson, il y a une histoire millénaire. La culture qui a été transmise par les aïeux. Et malgré les épreuves, ces personnes-là ont porté leur amour pour la Russie et ce sentiment, personne ne pourra le supprimer. C'est pour ça que les personnes âgées et les jeunes qui sont nés après l'Union soviétique ont voté
pour l'unité, pour notre avenir commun. En 1999, à Bilogorodska Pucha, sans demander la volonté des peuples, les représentants soviétiques ont pris la décision de dissoudre l'Union soviétique et les personnes se sont retrouvées déchirées. Notre société a été déchirée et c'était une catastrophe nationale lorsque, comme après la Révolution, les frontières des républiques ont été redéfinies. C'est ainsi les représentants soviétiques, en 1991, ont détruit notre grand pays. Ils ont mis juste le peuple devant le fait accompli. Je suppose qu'ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils faisaient et les conséquences qu'ils pourraient avoir. Mais ça, ce n'est plus important. L'Union soviétique n'existe plus. Nous ne pourrons plus revenir dans le passé. Mais on n'en a plus besoin. La Russie n'a plus besoin de ça. Mais il n'y a rien de plus fort que la volonté des millions de peuples, de personnes qui s'identifient et se trouvent russes par rapport à leur langue et leurs croyances. Les personnes qui vivaient pendant des siècles dans le même pays, il n'y a rien de plus important de leur volonté que de retourner vers leur vrai pays. Le peuple de Donbass a connu le génocide. Et à Zaporizhzhia et à la région de Kherson, on essayait de les faire détester tout ce qui est russe. On les menaçait. On réprimait des millions de personnes qui voulaient se défendre. Mais le peuple de Donbass a dit son mot. J'aimerais que le pouvoir de Kiev et ses maîtres en Occident entendent que les personnes de Donetsk, de Luhansk, de Kherson et de Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours. Nous appelons le régime de Kiev de cesser immédiatement le feu, tout le combat, la guerre qui a été commencée par eux en 2014 et de retourner à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Mais le choix des personnes de Donbass, de Luhansk, de Kherson et de Zaporizhzhia, nous n'allons pas en discuter. Ils ont fait leur choix. Et le régime de Kiev d'aujourd'hui doit respecter le choix de ce peuple. C'est le seul chemin vers la paix. Nous allons défendre nos terres par tous les moyens que nous avons et nous ferons tout pour garantir la sécurité de notre peuple. Et c'est ça notre grande mission libératoire. Nous allons reconstruire les villes, les villages, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, les systèmes de retraite, de santé et de l'éducation. Bien sûr, nous allons travailler sur la sécurité afin que les personnes dans ces régions sentent le soutien de la Russie, de toutes nos régions et de tout notre peuple. Chers amis, chers collègues, j'aimerais m'adresser aux soldats, aux officiers qui participent à l'opération spéciale, aux combattants de Donbass et de Novorossiya, à ceux qui rejoignent les forces armées suite à la mobilisation, ceux qui arrivent dans les points de recrutement militaire. J'aimerais m'adresser à leurs parents, à leurs femmes, à leurs enfants, pour dire pourquoi se battre
notre ennemi? Quel ennemi est en face de nous? Qui jette le monde au pied de nouvelles guerres et de crises? Nos compatriotes, nos frères et nos sœurs en Ukraine faisant partie de notre peuple, ont vu ce que l'Occident prépare pour l'humanité. Ils ont montré leur vrai visage. Après la chute de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que tout le monde doit être d'accord avec cette dictature. L'Occident pensait que la Russie ne se relèvera jamais et qu'elle se disloquera d'elle-même. C'est ce qui s'est presque passé parce que nous nous rappelons des terribles années 90 où nous avions faim et froid, mais la Russie a tenu. Elle a repris sa place. Mais l'Occident cherchait, et il continue à chercher de nous frapper, de nous détruire, de disloquer notre État, de fâcher nos peuples. Ils ne peuvent pas rester tranquilles en sachant qu'il y a un grand pays qui existe avec des ressources, avec un peuple qui ne vivra jamais selon les règles qui ne sont pas les siennes. Et l'Occident veut construire ce système néocolonial avec la dictature du dollar et dictature de la néotechnologie. Avec la rente des gémons. Ce sont des raisons très importantes qui mènent vers l'agression des valeurs traditionnelles, de gêner les processus d'intégration. C'est important pour eux à ce que tous les pays cèdent leur souveraineté pour les intérêts des États-Unis. Il y en a qui le font et qui deviennent vassaux de leur propre gré et d'autres qui sont apeurés et qui sont menacés. Et ça laisse derrière le champ de ruines et les vies humaines complètement détruites dans ces enclaves, dans des protectorats, dans des colonies et semi-colonies, que se laisse toute cette misère, ils s'en fichent. Dans leur volonté de préserver le pouvoir sur le mythe. Voilà les véritables raisons de ce conflit. Et ils souhaitent nous transformer en colonies. Ils ne veulent pas nous voir libres. Voilà leur intérêt. Ils ne veulent pas nous voir comme société libre, mais comme une foule. Donc, c'est pour ça qu'ils visent notre socle de valeurs, de culture, de notre philosophie sociétale. Parce que la prospérité de notre société, c'est une menace pour eux. Ils n'ont pas besoin de Russie, eux. Et c'est nous qui avons besoin de la Russie. Je voudrais rappeler que ces prétentions à l'hégémonie on a déjà vu ces prétentions dans l'histoire, mais la Russie est toujours restée elle-même parce que l'Occident elle escompte sur l'impunité et que tout lui sera passé pour compte. Eh bien non.
Ils pensaient que l'accord sur la sécurité stratégique sont nuls et non avoués. La promesse ferme de ne pas élargir l'OTAN, celle qui était obtenue par l'équipe dirigeante précédente, s'est transformée en un sale mensonge. L'accord sur les missiles pour les missiles de moyenne et longue portée a été revu unilatéralement sous prétexte fallacieux. L'Occident, il décrète des principes, soi-disant des principes universels. Mais c'est qui les a décrétés, ces principes? Qui les a édictés? Parce que on a partout, on ne voit que des doubles standards, voire triples standards. C'est pour qui cette loi est écrite? Pour des sots? Tout est falsifié dans ces règles et notre pays ne va pas vivre selon ces règles. Et c'est bien l'Occident qui a piétiné le principe d'inviolabilité des frontières et maintenant décide qui a droit, quel peuple a droit à détermination de soi-même, de disposer de soi-même et qui non. Eh bien, voilà pourquoi ils sont complètement révoltés, outrés par le choix libre des peuples de Donbass, de Lugansk, de Kherson et de Zaporozhye. Et bien, c'est l'Occident qui n'a aucun droit de parler de la démocratie et des droits des peuples. Ils n'agissent que dans leur intérêt, de leur hégémonie et ce caractère presque totalitaire de leur velléité de tout décider pour tout le monde. Eh bien, il faut maintenant qu'on mette des bonnes étiquettes sur qui est barbare et qui ne l'est pas, et qui est sauvage. C'est l'Occident. Et c'est pas nouveau. Les élites occidentales, ils ont toujours resté telles qu'elles étaient. Dans leur fond, colonisatrices. C'est elles qui discriminent et qui divisent les peuples de première sorte et de seconde sorte. Et après, et c'est pas du tout ce que font les nationalistes russes. Parce que si on regarde au fond des choses, cette russophobie qui s'est répandue dans le monde, qu'est-ce qu'elle est au fond, si ce n'est que du racisme du nouvel acabit? Et quand on sème ces valeurs, et quand on dit ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, eh bien, mais l'Occident n'est pas même prêt de regarder son passé, ses crimes et de demander le pardon, de faire le repentir. Ils ne sont pas capables, non. Il faut rappeler à l'Occident que cette politique coloniale a été commencée par l'Occident au Moyen Âge. Et ensuite, il y avait tous ces commerces triangulaires, le commerce des esclaves. On a pillé les continents entiers, l'Inde, les Indes, l'Afrique, l'Indochine, toutes ces guerres coloniales. À qui responsabilité? À qui est la responsabilité? Et ensuite, l'opium qu'on a répandu en Indochine. Eh bien, c'est une politique ce qu'a fait l'Occident. Les peuples entiers, les mettre de les transformer en narcomanes, en narcotiques. Et ensuite, aussi, on a répandu d'autres types de drogues, plus sourdes encore. Eh bien, au XXe siècle, nous sommes fiers, c'est notre pays, l'Union soviétique, qui a mené le camp de lutte anticoloniale. C'est notre pays qui a permis à beaucoup de peuples d'accéder à la liberté. Et c'est pour ça que toutes ces élites coloniales occidentales ont une telle haine contre notre pays, ont une telle rancune, parce que nous avons posé des questions telles qu'elles étaient, posé des questions du commerce équitable, des droits équitables pour ces peuples et pour ces États. Et donc, tout ça, nous avons pu le faire en s'appuyant sur le socle de valeurs culturelles
sur lequel repose notre culture russe ouverte, inclusive, sur les socles de valeurs de l'orthodoxie, de la foi musulmane et de judaïsme. Et depuis le XVIIe siècle, nous avions aussi eu des périodes troubles, ce qu'on a appelé la période trouble du XVIIe et ensuite la révolution de 1917, des troubles qui ont suivi après la révolution. Et donc, en 91, quand soi-disant nous sommes devenus un État démocratique, on nous appelait des partenaires, mais en réalité, ce qu'on nous a fait, c'est que selon différents schémas louches, on a fait piller les richesses de notre pays. Et des sommes colossales ont disparu. Et c'est pour ça que les peuples de Donbass, de Lugansk, de Zaporozhye, de Kherson se sont exprimés pour être avec nous. Les pays occidentaux ont posé ce discours seulement, cette rhétorique qu'ils ont apporté le vent de liberté au peuple. Mais en réalité, ce qu'ils faisaient, c'est tout le contraire. Ils menaient des politiques coloniales, les politiques d'esclavage, d'asservissement des autres peuples et des autres cultures. Et c'est le seul pays au monde qui a 2 fois dans l'histoire a utilisé l'arme nucléaire, 2 fois. Qui est cet État? Et on a détruit deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Et pendant la deuxième guerre mondiale, combien de villes ont été bombardées, les villes comme Dresde, et d'autres villes allemandes qui ont été détruites, complètement rasées, sans aucune nécessité. Avec quelle fin? Tout simplement pour faire peur à notre pays et à faire peur à la population locale. Les États-Unis ont laissé des mémoires atroces, des atrocités et au Vietnam et en Corée du Nord et du Sud. Et ils ont traumatisé. C'est un traumatisme qui reste et pour les républiques de Corée et pour le Japon. Et donc, c'est quoi ces alliés? Enfin, quand on sait qu'on s'appelle alliés et par derrière, on met les autres partenaires, l'autre partenaire sur écoute et on espionne et on le fait systématiquement. Et donc, on doit avaler cette culture de brigands. Parce que c'est un comportement supérieur par rapport à ses vassaux et on doit tout avaler. Et par exemple, quand on travaille sur nouvelles armes biologiques, eh bien, on ne néglige pas de faire les expériences sur l'humain. Quand ils provoquent des guerres et des conflits, ils ne comptent pas les vies cassées des millions de gens qui vont être sur la voie d'immigrés forcés. Et donc maintenant, on fait, si on regarde les corridors, d'où va le blé ukrainien, sous prétexte d'assurer la sécurité alimentaire des pays des tiers-monde, sous prétexte. En réalité, seulement 5% de ces convois des céréales vont vers le pays de tiers-monde et tout le reste pour l'Occident, qui s'approprie ce blé. Voilà encore un mensonge de plus. C'est encore un mensonge. Les élites américaines profitent de la tragédie de ces peuples pour affaiblir les concurrents, pour détruire les États. Et ça concerne l'Europe. Ça concerne l'identité de la France, de l'Italie, de l'Espagne, d'autres pays qui ont de l'histoire millénaire. Ils demandent toujours les nouvelles sanctions contre la Russie. Et la plupart des dirigeants européens acceptent ça. En refusant les ressources énergétiques russes. Et donc on parle de la désindustrialisation de l'Europe pour s'approprier le marché européen. Les élites comprennent tout. Les élites européennes comprennent tout, mais ils préfèrent de servir les intérêts des autres. C'est même plus les vassaux, c'est les traîtres de leur peuple. Mais bon, laissons-les, ça les regarde. Mais pour les Anglais,
anglo-saxons, les sanctions ne sont plus suffisantes. Ils commencent à faire des diversions en organisant les explosions sur le gazoduc de Nord Stream. Ils ont commencé pratiquement à détruire l'infrastructure européenne et c'est évident à qui ça profite. C'est celui à qui ça profite qui l'a fait. Le diktat des États-Unis s'appuie sur la force, ça peut avoir un emballage très joli, mais parfois non, mais le fond reste le même. C'est le dos roi autoritaire. Les décisions de l'OTAN, les décisions de créer de nouvelles alliances, et il y a un travail actif pour faire des nouvelles alliances entre Washington et Tokyo. Ils essayent, ceux qui essayent de lutter contre l'hégémonie occidentale sont considérés comme ennemis et les doctrines des États-Unis et de l'OTAN s'appuient dessus avec ils ont cette prétention de la paix et cette hypocrisie passe d'une stratégie à une autre. Mais le fait reste le même, c'est l'explosion des centres de développement. Nous avons entendu parler de la Chine et de l'Iran et j'imagine que d'autres pays d'Amérique latine et d'autres, nous savons que si jamais quelque chose ne leur plaira pas, les États-Unis pourront introduire des sanctions contre eux aussi. C'est une pratique qui sera diffusée. Il vise tout le monde, même nos voisins proches. L'Occident pense faire un blitzkrieg contre la Russie. Ils pensent qu'encore une fois, ils pourront commander le monde, encore une fois. Mais nous voyons que cette perspective ne séduit pas tout le monde. Peut-être juste les masochistes politiques. Mais la plupart d'États refusent ça, mais ils choisissent un chemin de collaboration avec la Russie et l'Occident ne s'attendait pas à ces réactions. Et ils pensaient qu'ils allaient continuer à gagner avec le chantage, en pensant que ça pourra marcher et durer toujours. Cette confiance qui est basé sur le sentiment quand on se trouve exceptionnel. La vérité a été noyée dans l'océan de mythes, de fakes, en utilisant une propagande agressive. Ils mentent et plus le mensonge est gros, plus on le croit. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Mais on ne peut pas nourrir les gens avec des dollars et des euros. Et la capitalisation des réseaux sociaux occidentaux ne pourront pas chauffer les logements. On ne peut pas nourrir les gens avec les papiers. Il faut des produits. Et avec la capitalisation exagérée non plus, on ne peut pas nourrir les gens. C'est pour ça que les hommes politiques en Europe sont obligés de convaincre leurs citoyens d'utiliser moins de chauffage, de manger moins, de s'habiller plus. Pourquoi
on considère les gens qui ne sont pas d'accord comme extrémistes, comme radicaux, en disant que, en fait, c'est la Russie la source de tous vos malheurs. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a toutes les raisons de croire que les élites occidentales ne vont pas trouver de sortie de crise alimentaire et d'autres crises qui sont de leur faute, parce que c'est le résultat de leur politique depuis des années qui ont commencé bien avant l'opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass. Mais ils ne comptent pas régler les problèmes de l'injustice, ils vont utiliser d'autres recettes auxquelles ils sont plus habitués. L'Occident, quand il a gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi à devenir la plus grande économie du marché. Ils ont fait grandir le dollar. Et la crise des années 80, il y a eu une crise, mais l'Occident a réussi à dépasser cette crise en s'appropriant les ressources de l'Union soviétique qui avait chuté. Donc, pour sortir de ces problèmes, ils vont essayer de détruire la Russie pour piller les biens des autres. Et grâce à ça, boucher les trous. Si cela n'arrive pas, je pense qu'ils pourront aller jusqu'au collapse en disant que c'est la faute de la guerre. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et elle fera tout pour refroidir les têtes chaudes. Le modèle néocolonial déjà n'a plus d'avenir. Bien sûr, ils vont essayer de s'accrocher à ce système parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à proposer. Mais il y a des milliards de personnes qui espèrent la liberté et la justice pour décider de leur futur. Maintenant, ils refusent les normes morales de la famille et répondons à des questions toutes simples. Là, j'ai envie de revenir à ce que j'ai dit et j'ai envie de m'adresser à tous les citoyens du pays, pas seulement aux collègues qui sont présents dans la salle, à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que dans notre pays, en Russie, au lieu d'avoir une maman et un papa, il y ait juste un parent numéro 1, parent numéro 2, on n'est pas fou. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école primaire, on apprenne la dégradation et l'extinction est-ce que nous voulons qu'on leur dise qu'à part un homme et une femme, il y a d'autres genres et qu'on leur propose des opérations de changement de sexe? Est-ce que nous voulons ça pour notre pays, pour nos enfants? Pour nous, c'est inacceptable. Nous avons un autre avenir, un avenir qui nous appartient à nous. La dictature des élites occidentales est contre les sociétés et même contre les peuples occidentaux. La négation d'un être humain, la volonté de liberté, ça prend les traits du satanisme. Un apôtre dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et leurs fruits empoisonnés sont visibles non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays pour des personnes, pour beaucoup de personnes en Occident. Le monde entame des transformations fondamentales et les centres de développement sont divers.
Ça représente les communautés différentes qui veut défendre ses intérêts pour renforcer sa souveraineté dans la multipolarité, pour retrouver la vraie liberté et une perspective historique, le droit à son propre développement historique. Et dans tout le monde, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'alliés et nous sentons et nous voyons leur soutien. Dans d'autres sociétés et pays, il y a des mouvements anticoloniaux et cela ne va qu'augmenter, et c'est justement cette force qui va définir l'avenir politique. Chers amis, aujourd'hui nous combattons pour la voie libre et juste. Pour nous-mêmes, pour la Russie, pour mettre fin à toujours le diktat des despoties. Et je suis persuadée que les peuples de l'Europe comprennent aussi que la politique qui est construite sur sa propre exclusivité et sur la domination des autres est un au-fond criminel, qu'il faut tourner cette page. Et il faut tourner cette page de la fin de règne de l'hégémonie occidentale. Et il n'y aura plus de ce règne. Aujourd'hui, le destin nous appelle sur un champ de bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique. La grande Russie historique pour le futur de nos générations, pour nos enfants et nos petits-enfants, que nous devons protéger contre les expériences monstrueuses pour torturer leur âme et leur conscience. Personne n'avait pu imaginer un jour que d'un jour à l'autre, on peut rayer de l'histoire la langue et la culture russe, comme ça, rayés. Et aujourd'hui, nous nous unissons tous, sur les valeurs de création, de liberté, de miséricorde, de compassion. Et je voudrais terminer mon propos par les mots d'un très grand patriote, Alexandre Ilyin. Si j'estime que ma patrie, c'est la Russie, ça veut dire que j'aime en russe, que je pense en russe, que je chante en russe et je parle russe, que je crois en force spirituelle du peuple russe. Et son esprit national, c'est mon esprit. Son destin, c'est mon destin. Ses souffrances, et c'est ma douleur, et sa prospérité, c'est ma joie. Voilà le grand choix spirituel qui a été fait par ce penseur, et ce chemin a été suivi par plusieurs générations de nos aïeux. Et aujourd'hui, c'est nous qui faisons ce choix. Et ce choix a été fait par les citoyens de Donetsk, de République de Donetsk et de Lugansk, par les habitants des régions de Kherson et de Zaporozhye. Ils ont fait ce choix existentiel d'être avec son peuple, d'être avec sa patrie, vivre sa destinée, vaincre ses victoires. Et c'est la vérité qui est avec nous, et c'est la Russie qui est derrière nous.